Le 5 septembre 1939, 5 jours après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie et 2 jours après la déclaration de guerre de la France et du Royaume-Uni contre l'Allemagne, la situation reste marquée par une intensification de la mobilisation militaire et une attente vigilante. La France, engagée dans la « drôle de guerre », continue de renforcer ses défenses et de préparer ses forces pour un conflit qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Tandis que les premiers jours de guerre se déroulent sans affrontement direct sur le front occidental, la tension monte tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Les efforts de mobilisation et la préparation militaire. Le 5 septembre, la mobilisation générale en France atteint un niveau sans précédent depuis la Première Guerre mondiale. Les autorités militaires poursuivent leurs efforts pour déployer des troupes le long de la ligne Maginot, renforçant chaque segment de cette imposante fortification. Les régiments d'infanterie, d'artillerie et de blindés sont déplacés en direction des frontières, tandis que les réservistes continuent d'être appelés pour combler les rangs de l'armée. Dans les centres de commandement à Paris et dans d'autres grandes villes, les officiers supérieurs français, sous la direction du général Maurice Gamelin, affinent les plans de défense. Bien que la doctrine française reste dominée par une stratégie défensive, il existe un débat croissant au sein des cercles militaires sur la meilleure façon de procéder. Certains généraux plaident pour une approche plus proactive, suggérant des raids limités contre les positions allemandes le long de la frontière pour tester la réaction de l'ennemi et potentiellement perturber ses préparatifs. Cependant, Gamelin et la majorité des hauts commandants restent prudents, préoccupés par la possibilité de tomber dans un piège allemand. Le commandement aérien français, quant à lui, se prépare à une éventuelle guerre aérienne. Bien que l'armée de l'air française soit en grande partie inférieure à la Luftwaffe allemande en termes de nombre et de modernité des appareils, des efforts sont faits pour renforcer la défense aérienne. Les chasseurs sont repositionnés sur des aérodromes fortifiés, et des patrouilles aériennes sont intensifiées le long des frontières pour détecter tout signe d'une offensive allemande. La vie sur le front intérieur, réaction de la population et des médias. Sur le front intérieur, la situation reste calme mais tendue. Les écoles, fermées ou transformées en centres de mobilisation et en abris, ajoutent à l'atmosphère de préparation à la guerre. Dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, les citoyens s'adaptent progressivement à la nouvelle réalité de la guerre. Les restrictions commencent à apparaître, avec des rationnements de nourriture et de carburant qui sont envisagés pour garantir l'approvisionnement des troupes. Les trains sont prioritairement réservés aux mouvements militaires, et les déplacements civils sont restreints, affectant la vie quotidienne des Français. Les journaux du 5 septembre continuent de refléter l'état d'esprit de la nation. Le Figaro publie un éditorial intitulé « L'heure de la résistance », appelant à l'unité nationale et à la détermination face à l'ennemi. Le Matin se concentre sur les efforts de mobilisation et publie des récits sur les jeunes soldats partant pour le front, avec des messages de courage et de patriotisme. L'Humanité, fidèle à sa ligne éditoriale, continue de critiquer la guerre et de dénoncer ce qu'elle appelle « les erreurs des démocraties occidentales », tout en appelant à la solidarité internationale contre le fascisme. La Croix appelle de nouveau à la prière et à la foi, insistant sur le besoin de soutien moral et spirituel en ces temps troublés. Répercussions internationales et manœuvres diplomatiques. À l'international, le 5 septembre est marqué par une série de manœuvres diplomatiques complexes. En Italie, Mussolini continue de maintenir une position de neutralité prudente, malgré ses sympathies pour l'Allemagne. L'Italie observe la situation avec intérêt, préparant discrètement ses forces tout en évaluant le meilleur moment pour entrer dans le conflit. La position de Mussolini est de ne pas se précipiter dans une guerre totale tant que l'issue des premiers mois n'est pas plus claire. En Union soviétique, Staline surveille les développements à l'Ouest avec un intérêt particulier. Bien que l'Union soviétique ait signé un pacte de non-agression avec l'Allemagne, il est évident que Staline cherche à capitaliser sur la situation pour avancer ses propres ambitions territoriales. À cet égard, la Pologne devient un point central d'intérêt, Staline planifiant déjà des mouvements pour occuper les territoires orientaux polonais lorsque l'occasion se présentera. Au Royaume-Uni, la situation est similaire à celle de la France. La population est appelée à se préparer pour une guerre prolongée, et les forces britanniques se coordonnent avec leurs homologues français pour renforcer les défenses le long du front occidental. Cependant, comme en France, il existe des débats au sein du gouvernement britannique sur la meilleure stratégie à adopter. Les États-Unis, tout en maintenant une position de neutralité, commencent à envisager des mesures d'aide indirecte aux Alliés. Le président Roosevelt,
conscient des restrictions imposées par la loi de neutralité américaine, explore des moyens de fournir un soutien matériel à la France et au Royaume-Uni sans entrer directement dans le conflit. Cette aide, bien que limitée, commence à prendre la forme de vente d'armes et de fournitures sous des conditions de paiement en espèces, conformément à la politique dite de « cash and carry ». Début de la guerre économique. Le 5 septembre 1939 marque également le début d'une nouvelle forme de guerre, la guerre économique. La France et le Royaume-Uni, conscients de la puissance industrielle de l'Allemagne, commencent à envisager des blocus économiques pour affaiblir l'économie de guerre allemande. Des discussions sont tenues à Paris et à Londres sur la manière de restreindre l'accès de l'Allemagne aux matières premières essentielles telles que le pétrole, le caoutchouc et les métaux. Ces mesures, bien que encore à leur balbutiement, indiquent un changement stratégique dans la façon dont la guerre pourrait être menée. Au lieu de compter uniquement sur la force militaire brute, les Alliés cherchent à épuiser l'Allemagne économiquement, espérant ainsi raccourcir le conflit. Cependant, ces plans sont encore en phase de discussion, et il faudra du temps pour qu'ils soient pleinement mis en œuvre et qu'ils aient un impact significatif. L'atmosphère politique en France. Politiquement, la France du 5 septembre est marquée par une apparente unité, mais cette façade commence à montrer des signes de fissure. Les débats au sein du gouvernement Daladier deviennent plus intenses, alors que certains membres du cabinet pressent pour une action plus agressive contre l'Allemagne, tandis que d'autres, plus prudents, insistent sur l'importance de maintenir une position défensive forte. Daladier lui-même est sous pression croissante pour montrer des résultats. Bien que la mobilisation se déroule sans encombre, il est conscient que l'absence d'action militaire pourrait être perçue comme un signe de faiblesse, tant par l'ennemi que par ses propres citoyens. Il cherche donc à maintenir un équilibre délicat entre l'agressivité et la prudence, tout en essayant de rassurer la population sur la détermination de la France à résister à l'agression nazie. Conclusion. Le 5 septembre 1939, la France est engagée dans une période d'attente stratégique et de préparation intense. Alors que la « drôle de guerre » se poursuit sans combat direct, la tension monte tant sur le front militaire que sur le front intérieur. La nation est mobilisée, préparant ses défenses et se préparant à un conflit prolongé avec l'Allemagne nazie. La situation reste incertaine, tant sur le plan militaire que politique, avec des débats internes sur la meilleure stratégie à adopter et des efforts continus pour maintenir l'unité nationale face aux défis à venir. Alors que l'Europe entre dans une nouvelle phase de guerre, la France se retrouve à un point crucial, avec des décisions à prendre qui détermineront son rôle dans le conflit mondial et l'avenir de la démocratie en Europe.